Parfait. Donc voilà, enchantée. L'idée aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu du lien entre tout ça, BD, prospective et nouveaux récits. Donc moi, je suis Delphine Maraninki. J'ai plusieurs activités aujourd'hui. Je suis déjà dans la polyactivité. J'ai d'une part un collectif que j'ai cofondé où on est plusieurs consultants facilitateurs en transition socio-écologique. Donc là, on agit plutôt sur notre territoire de manière assez pratique. À côté de ça, je suis de manière bénévole membre de la direction collégiale de la Fresque des Nouveaux Récits. Je suis au CA collégial de la Fresque des Nouveaux Récits. Et puis, je suis en train de développer, c'est surtout de ça qu'on va parler aujourd'hui, enfin, tout est un peu lié, mais de développer une collection chez Glénat, une collection BD sur, on va dire, les enjeux socio-écologiques et les futurs désirables. Donc, l'idée, c'est de se dire que, pour faire le lien avec un peu les shifters et la culture, évidemment, il y a des enjeux de décarbonation du monde de l'édition. On parlait de Fanny Valenbois tout à l'heure et de Thibaut, c'est de ça un peu dont il parle. Mais on peut aussi se poser la question, moi j'aime bien relier ça à la question de l'ombre climatique de la BD. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion d'ombre climatique. C'est l'idée de prendre en compte, au-delà du bilan carbone d'un individu, son influence, l'influence que la personne peut avoir sur le comportement des autres. Et donc, la BD, il y a son bilan carbone en tant qu'objet, mais il y a aussi l'ombre climatique qu'elle projette. Et donc, l'idée, c'est de se poser la question un peu dans quelle mesure la BD et d'autres, on peut dire même éventuellement la littérature dans son ensemble, peut avoir un impact sur les changements de comportement, notamment dans le cadre de la transition socio-écologique. Donc, ce que je voulais commencer à faire avec vous, c'était un petit jeu. Donc, c'est un jeu issu un petit jeu, une petite expérience plutôt, on va dire. C'est issu du bouquin de Rob Hopkins qui s'appelle Et si, parce que Rob Hopkins, il a toujours plein d'expériences sympas à faire aux personnes qui participent à ses conférences. Et donc, je vous propose qu'on le fasse ensemble. Donc, l'idée, c'est si vous pouvez, ça s'appelle le jeu du citron. Si vous pouvez fermer les yeux, tout simplement, et imaginez un citron. Vous le tenez dans votre main, le citron, et donc vous sentez sa peau fraîche sur votre paume. Vous visualisez bien l'éclat de son jaune, qui peut être plus ou moins profond selon s'il est mûr ou pas. Vous tâtez du bout des doigts sa surface, qui est plutôt brillante en général, et qui a ce petit côté rugueux aussi. Vous pouvez imaginer que vous le jetez en l'air, que vous le rattrapez. Vous sentez son poids dans votre main lorsqu'il retombe. Et puis maintenant, imaginez que de l'autre main, vous prenez un couteau et vous le coupez en deux. Vous saisissez une des moitiés et là, vous allez la presser au-dessus d'un verre. Vous écoutez tomber les gouttes, vous sentez les effluves de ce jus frais. Et puis pendant que vous le pressez, il y a une goutte du jus qui vous gicle dans l'œil. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous pendant cette petite expérience, mais vous pouvez rouvrir les yeux. L'idée de Rob Hopkins, c'est de dire que quand on fait cette expérience-là, souvent, au moment où on parle du jus qui gicle dans l'œil, les participants et les participantes, ils ont tendance à cligner des yeux, à plisser des yeux, comme s'ils avaient réellement reçu du jus de citron dans l'œil. Et en tout cas, j'espère que l'expérience vous a montré que quand on imagine un citron et qu'on passe par tous les sens, un petit peu comme l'exercice nous invite à le faire, on arrive à réellement ressentir les choses comme si on avait vraiment un citron dans la main. Et en fait, ce qu'il dit Rob Hopkins, c'est que la psychologie positive a montré que le simple fait d'imaginer une certaine situation va pouvoir augmenter les chances qu'elle advienne finalement, et que l'imagination peut du coup induire un changement. Et donc maintenant, la question que je veux vous poser, c'est, et alors là, pour le coup, je vous invite à pas trop réfléchir, à vraiment tout de suite retenir les premières images que vous allez voir. Et cette fois, vous allez fermer les yeux et imaginer
que vous faites ou que vous êtes en 2050. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Comment est la situation en 2050 autour de vous? Là, je vais arrêter le partage pour qu'on puisse, pour que je vous vois et qu'on puisse en discuter 2 minutes. Alors, du coup, qui voudrait partager et dire ce qu'il a vu en 2000, ce qu'il ou elle a vu, parce que je crois que je ne suis plus la seule femme, en 2050. Vas-y Nicolas, je t'ai vu allumer ton micro. Allez, je me lance. Je me suis vu plus vieux que maintenant, avec des enfants plus grands, et ils étaient plus frais. J'ai vu du vert et du bleu. Voilà. Ok, merci. Moi, c'était beaucoup plus sec et pas très gai, mais j'ai du mal à dire vraiment une image, mais c'était un peu chaotique. Mais faut pas que j'expose trop mon pessimisme. Ok, non, mais c'est le jeu aussi, hein, donc, pas de souci. Quelqu'un d'autre veut partager? Oui, je vois un changement de société adapté aux nouvelles contraintes de ressources et climatiques. Beaucoup de jardins, d'espaces verts, de mobilité douce et un changement dans nos pratiques de vie, c'est-à-dire un monde plus collectif, regroupé autour des centres d'intérêt culturels et environnementaux et une autre dynamique de vie, un peu moins axée sur la précipitation, mais plus sur l'ouverture aux autres et la connexion humaine. Ok, trop bien, merci. C'est un petit peu la même chose, même si je ne sais pas si c'est vraiment ma vision 2050, mais c'est un peu plutôt ce que j'imagine dans un prochain film, hein. Donc c'est plutôt une scène d'un prochain film que j'imagine, avec une rue végétalisée, avec des arbres fruitiers, des gens qui font la récolte des fruits dans la rue, et des enfants qui jouent dans la rue. Voilà, quelques vélos et de l'ombre parce qu'il va faire quand même très très chaud. Ok, merci. Alors, il y a des gens il y a notamment 2 filles, il y a Alexandra et Karine. Alors, Karine, elle peut pas parler, visiblement, elle n'a pas de micro. Est-ce que tu arrives à allumer ton micro, Alexandra, ou pas du tout? Et sinon, il y avait Guillaume aussi qui... Ah bah attends, t'as réussi à parler, Guillaume, excuse-moi. Vous n'êtes pas Oui, obligé de partager, hein, c'est oui, c'est pas obligatoire. Ouais. Bon, ça a l'air d'être compliqué techniquement. On va peut-être pouvoir enchaîner. Damned, si ça marche. Ah, oui. Pardon de faire une irruption comme ça. Donc moi je suis Karine, bonjour. Moi j'ai 50 ans aujourd'hui, donc dans 25 ans j'en aurai 75. Et j'habite dans le Perche, donc dans la campagne. Et donc quand on me parle de à quoi ça ressemble, moi je vois de la forêt jardin, je vois plus de grands champs finis, ça, des bocages qui reviennent et si possible des gens qui reviennent habiter à la campagne. Ok, super, merci beaucoup. Eh ben, merci pour ces partages. Alors, vous avez de la chance, vous faites partie des gens qui sont quand même un petit peu nourris de futurs désirables. En général, quand on fait ce jeu, alors je vais relancer le partage. En général, quand on fait ce jeu, c'est plutôt des visions un peu comme celle que tu avais, Christophe, mais que tu ne t'es pas trop permis d'exprimer. C'est souvent plutôt des visions pessimistes qu'on a aujourd'hui quand on fait cette expérience auprès d'un public, du grand public, disons. Mais je me doutais un petit peu qu'aujourd'hui, vous auriez des visions du futur positives. Et en fait, pour moi, ça, c'est vraiment lié à cette citation de Cyril Dion qui dit si on veut créer une société différente, il faut déjà l'imaginer un peu dans cette perspective de la psychologie positive et de se dire que ce qu'on imagine, ça a plus de chances d'advenir. Hein. C'est un peu comme à vélo, on va là où on regarde. Et donc, ça, c'est quelque chose, moi, que j'ai découvert à la fresque des nouveaux récits. Donc, je vous disais que je suis au CA de cette association qui m'a beaucoup marqué parce que moi, je suis issue au départ du monde de la BD.
Et après, j'ai travaillé dans la com et le marketing, donc tout ce qui est récit et storytelling. Ça m'a beaucoup parlé. En fait, j'avais déjà décidé de bifurquer, de quitter mon métier pour travailler dans le cadre de la transition socio-écologique. Et quand j'ai découvert finalement que je pouvais faire ça à travers les récits, évidemment, ça m'a marqué. Et donc, c'est pour ça que je me suis impliquée notamment à la presse des nouveaux récits. Et donc, on est vraiment convaincus que les récits dominants actuels ont un fort impact sur notre comportement. Et notamment que notre vision assez matérialiste du bonheur aujourd'hui, en termes de récits dominants en tout cas, cette idée que plus on possède, plus on est heureux, c'est issu d'un récit dominant qui nous vient des États-Unis notamment, qui a été une expression du soft power américain à l'époque, à l'après-guerre. C'est assez connu, je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en ont déjà entendu parler, qu'avec les accords Bloom-Burns, on a en échange de toute l'aide du plan Marshall, on a accepté de lever les quotas sur le cinéma hollywoodien. Et c'est comme ça que le soft power a pu s'exprimer d'autant plus. Et donc, on est convaincu aussi que ce que certains récits ont fait, d'autres récits peuvent le défaire. Et que donc, ça vaut le coup d'essayer d'imaginer une société différente pour qu'on puisse plus facilement agir sur les changements de comportement. Et donc, cette photo cette image d'iceberg là que vous avez, c'est un modèle, c'est le modèle de l'iceberg qui explique que la partie visible, c'est-à-dire nos comportements, c'est en quelque sorte déterminé par tout un tas de choses invisibles qu'il y a dans la partie immergée de l'iceberg. Et les récits dominants en font partie. C'est pas la seule chose, mais c'est toutes les structures, les systèmes, les croyances, les modes de pensée. Et donc, si on arrive à les changer, ce sera plus facile de changer nos comportements aussi, en tout cas les comportements qui peuvent être problématiques. Et donc, moi, je vous le disais, il se trouve que je suis issue du monde de la BD, donc au bout d'un moment, je me suis dit, finalement, est-ce que là où je pourrais avoir le plus d'impact, ce serait pas en essayant de rallier le monde de la BD à cette notion de nouveaux récits. Et donc, c'est comme ça que l'idée de la collection est née avec Glénat. Alors, au départ, moi, ce que je voulais faire, c'était plutôt former les auteurs de BD. Je me disais, tout comme il y a des gens qui peut-être manquent de sens dans leur travail aujourd'hui et qui décident de bifurquer, de quitter leur métier, de faire quelque chose qui a plus de sens, peut-être que les auteurs de BD, ils ont aussi envie de faire des projets qui auraient plus de sens. Mais c'est pas forcément facile de savoir de quel sujet on a envie de se saisir, de les creuser, etc. Et donc, je m'étais dit, je pourrais essayer de créer une formation pour les auteurs. Et finalement, c'est en allant un peu tester cette idée-là auprès d'amis scénaristes, auprès d'amis éditeurs aussi, que de connaissances que j'avais de l'époque où je travaillais dans la BD, que cette idée de collection est née. Donc, c'est vraiment l'idée de créer un ensemble de titres qui pourraient laisser entrevoir la possibilité d'une société différente. Donc, soit en prenant du recul sur le système actuel et sur les alternatives qui existent en collaborant avec des spécialistes des sujets socio-écologiques, soit en se projetant vraiment dans les futurs désirables, et donc là, à travers la fiction, et notamment l'anticipation non dystopique. C'est vrai que moi, j'ai une fille qui a 17 ans et qui lit beaucoup, et ça a aussi correspondu à un moment où j'étais vraiment hallucinée de voir ce qu'on trouvait dans les rayons littérature jeunesse des librairies, pas forcément en BD d'ailleurs, parce que c'était plutôt en roman, mais c'est vrai qu'il y a énormément de dystopies, et puis les séries télé aussi, ça se retrouve un petit peu de partout. Donc d'où l'idée d'ouvrir le champ des possibles avec aussi donc moi je parle d'anticipation non dystopique, mais ça peut aussi être plus large. Ça peut être aussi des uchronies, des fables pour donner vie à une société qui fonctionnerait différemment, sans qu'elle soit nécessairement rattachée directement à notre réalité aujourd'hui. C'est un peu plus facile, mais j'aimerais beaucoup aussi réussir à avoir vraiment des scénarios d'anticipation qui font aussi cet effort et ce travail vraiment pas facile de penser la transition elle-même et comment on arrive à atteindre une organisation de la société qui est différente. Donc le problème, quand je vous parle de tout ça, c'est que vous imaginez bien que ça se rattache un petit peu à l'utopie.
Et le problème avec l'utopie, c'est que en général, quand on dit utopie, on voit ça, on pense à ça. Alors j'aime beaucoup les bisounours, mais l'idée c'est que la vision de l'utopie, ça devienne plutôt ça, à savoir les suffragettes, et d'essayer de changer aussi le mindset en se disant finalement l'utopie c'est pas l'irréalisable mais l'irréalisé. Ça c'est d'ailleurs une citation de Théodore Monod, et de vraiment aller essayer de se rappeler que nos réalités d'aujourd'hui, c'était les utopies d'hier, et que donc nos réalités de demain, elles vont puiser dans nos utopies d'aujourd'hui. C'est Patrick Vivray aussi qui dit, qui a une citation que j'adore, qui dit « Il est urgent de prendre nos rêves au sérieux et d'en faire des stratégies ». Donc voilà, du coup, pour moi, c'est vrai que c'est très important de réhabiliter l'utopie, de lui redonner ses lettres de noblesse. Et j'en reparlerai un petit peu après, parce que tout ça, ça m'a amené à faire un petit lexique de l'utopie, pour faire le tour de ce qui existe. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai aussi, à peu près au même moment où est née cette collection, et enfin l'idée de cette collection en tout cas, puisque la collection elle-même, elle est encore en train de naître. Mais je me suis aussi formée à la prospective et au design fiction, avec Noémie Aubron notamment. Je vous conseille de découvrir si vous la connaissez pas, et qui est prospectiviste. Et donc le design fiction, bon, la prospective, c'est un peu la science de l'homme à venir. C'est comment on peut imaginer différents scénarios à partir de notre réalité. Et puis le design fiction, c'est une manière d'incarner ce futur, donc en fait de fabriquer des objets du futur. Donc imaginons qu'on ait un scénario du futur et on se dit, dans ce futur-là, qu'est-ce que ce serait un CV, est-ce qu'il y aura un nouvel objet qu'on peut inventer et qui serait représentatif de ce futur-là, pour en fait nous confronter à ces futurs-là de manière beaucoup plus incarnée. Et ça permet notamment en entreprise d'ouvrir des conversations stratégiques assez passionnantes. Et donc moi je me suis formée à ça. Je trouvais que c'était j'avais l'intuition que ça pouvait être une passerelle entre enjeux socio-écologiques et récits, le fait d'utiliser la prospective. Et donc finalement aujourd'hui j'utilise aussi la prospective pour recrédibiliser l'utopie quelque part, et donc recrédibiliser le passage à des sociétés où on aurait réussi cette transition. Alors d'un point de vue de la décarbonation, mais pas que. Et donc la prospective, ça c'est une représentation du Cône de Voros qui explique un petit peu ce qu'on fait en prospective. Donc c'est la projection de différents futurs. Donc le premier c'est preposterous, c'est ridicule, quelque chose d'impossible qui n'arrivera jamais. On peut imaginer des futurs possibles, donc en se disant dans le futur on sera capable de faire ça. Des futurs plausibles, c'est plutôt, vu ce qu'on sait aujourd'hui, ça pourrait déjà arriver. Après, il y a le futur projeté, c'est la ligne qui part vraiment au centre. Et là, c'est le futur un peu par défaut, c'est le business as usual, si on change rien, où est-ce qu'on va. Il y a le futur probable. Là, c'est vraiment, si on suit les grandes tendances, qu'est-ce qui va probablement arriver. Et puis, il y a aussi les futurs préférables. Donc, il y a une poche de futur où là, on a un jugement de valeur et c'est qu'est-ce qu'on voudrait voir arriver. Donc, cette notion de futur désirable, futur souhaitable et d'utopie. Donc, c'est bien intégré à la prospective. Et donc, ce qui est important dans la prospective, c'est ce lien justement avec le présent. On part des signaux faibles, des tendances, et c'est là que je trouve ça intéressant pour justement rendre des scénarios et des futurs qu'on pourrait qualifier d'utopistes de crédibles malgré tout, parce qu'il y a un lien avec notre réalité actuelle. Et donc la prospective, c'est pour moi vraiment quelque chose d'hyper important aujourd'hui. Là, je vous ai mis 2 citations, mais je suis sûre que vous n'en doutez pas, qui montrent bien qu'on entre dans un monde de plus en plus fluctuant et un monde d'incertitude et de rupture. Et donc, quelque part, la prospective dans un monde comme ça, elle permet de continuer à penser le futur. Et il y a notamment une notion qui est la notion de littératie du futur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette notion-là, mais que je trouve hyper intéressante, c'est l'UNESCO qui en parle, et c'est de se dire que il faut qu'on soit capable d'imaginer ces futurs-là, d'envisager l'avenir différemment, pour réussir justement à se libérer
des récits dominants. Et donc moi, j'ai fait en plus enfin, disons plutôt pour soutenir aussi la collection et parce que finalement la formation que je voulais faire au départ des auteurs, c'est quelque chose que je vais quand même expérimenter, mais bon, qui est pas évident à mettre en place d'un point de vue pratique et puis tout le monde n'a pas forcément le temps. Je me suis plutôt lancée dans une newsletter finalement qui s'appelle Sans Futurer, et où j'utilise la prospective, mais du coup j'essaie de faire de la prospective utopiste. Et j'ai notamment une rubrique qui s'appelle Signal faible cherche utopie réaliste, où j'essaie d'aller trouver des signaux faibles dans l'actualité, tout ce qui se passe, mais plutôt des signaux faibles qui vont laisser imaginer des futurs désirables. Donc c'est en gros l'idée, c'est d'évoquer des futurs désirables pour mieux les invoquer, toujours avec cette idée que voilà, avoir cette notion un peu de prophétie autoréalisatrice, et qu'on va aller plutôt là où l'on regarde. Et donc, le lien entre tout ça, c'est un peu toutes les formes de récits qu'il peut y avoir finalement pour imaginer des futurs désirables. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que je m'étais penchée sur l'utopie et tous les mots qu'il peut y avoir autour de l'utopie, pour faire un petit lexique de l'utopie, mais un lexique voilà, pour se représenter comment on pourrait parler de futurs désirables pour susciter justement des changements. Donc je voulais vous les présenter rapidement. Donc l'utopie déjà, j'avais à cœur de rappeler ce que c'était, qui est vraiment issu de Thomas More, qui a créé ce mot-là en 1516, qui vient du grec topos, le lieu, et du préfixe privatif où. Donc c'est le lieu qui n'existe nulle part, mais ça ne veut pas dire que c'est le lieu qui ne peut pas exister. Donc son but à Thomas More à l'époque, c'était de dessiner les contours de la meilleure forme de communauté politique, par contraste avec les dysfonctionnements de l'Angleterre de son époque. Et donc finalement, c'est un genre littéraire qui est plutôt lié à l'exploration politique, à l'ouverture du champ des possibles. On revoit le lien encore avec la prospective. Et donc, ça a donné naissance à beaucoup d'autres genres littéraires ou beaucoup d'autres mouvements dans le même style. On a pu parler d'utopie, par exemple. Donc là, il y a carrément un roman qui s'appelle Utopia, de Camille Le Boulanger, où on est vraiment plongé dans le récit d'une vie. C'est un Antonien, puisque donc, ça s'appelle... Le pays s'appelle Antonia, et donc on est dans un futur lointain. Il n'y a pas de lien précis avec notre réalité, si ce n'est qu'on parle dans ce futur-là, on parle de notre époque comme de l'époque des camps. Voilà, l'époque où on enfermait des gens dans des camps. Et donc là, on est dans un futur où la propriété et la famille n'existent plus, donc le capitalisme non plus. Mais il y a quand même beaucoup de nuances sur le fait que ce soit pas forcément quelque chose de désirable ou de souhaitable pour tout le monde dans cette nouvelle société. Et donc, utopie, c'est le E pour le bien et le bon. Après, on a aussi l'écotopie, et ça c'est pareil, c'est issu du roman Ecotopia, d'Ernst Callenbach en 75, qui lui avait imaginé des États d'Amérique du Nord qui faisaient sécession et qui fondaient une société entièrement écologique, avec un journaliste américain qui a débarqué dans cette société-là et qui l'a découvert, et qui petit à petit comprenait un petit peu mieux, et voire même de plus en plus attiré finalement par cette société-là. Donc du coup maintenant l'écotopie, ça désigne ces utopies qui ont une forte dimension écologiste. Après, il y a évidemment la dystopie. Alors la dystopie, je trouvais que c'était intéressant d'en reparler parce que souvent on a l'impression que c'est l'opposé de l'utopie, mais c'est pas vraiment le cas, parce que c'est un petit peu le même projet que l'utopie. C'est-à-dire que le but, c'est de montrer un chemin pour provoquer un sursaut et un changement, là où l'utopie, elle va jouer sur le désir, la dystopie, elle va jouer plutôt sur la peur, mais en tout cas, c'est la même, ça a le même but. Donc évidemment, la dystopie, là, on va plutôt pousser à l'extrême un trait négatif de notre présent pour voir où ça nous mène. Là, j'ai mis en exemple Nous d'Evguénie Zamyatin parce que c'est considéré comme la première dystopie en littérature. Mais évidemment, c'est un genre qui s'est beaucoup développé. Il y a par contre l'anti-utopie qui, elle, est vraiment l'opposé de l'utopie, dans le sens où là, on considère vraiment que l'utopie est impossible. C'est-à-dire qu'en fait, on considère qu'on est déjà dans la meilleure situation possible et que le progrès technologique nous amènera forcément vers le mieux possible. Il y a un peu un côté business as usual et technosolutionnisme aussi. Et c'est Frédéric Jameson qui, lui, considère carrément que l'anti-utopie, ça rend
tout projet utopique, c'est qu'on considère que tout projet utopique est voué à l'échec, au totalitarisme, et donc il donne comme exemple là-dessus 1984, par exemple, de George Orwell. Donc ça, c'est l'anti-utopie. Après, il y a l'apocalypse. Alors ça, c'est vraiment un genre que j'aimerais réussir à éviter dans la collection, et c'est un genre qui est assez répandu parce que quelque part on s'affranchit un peu de trouver le chemin vers quelque chose de mieux. On se dit directement de toute façon il y a effondrement et on reconstruit sur les ruines d'eux. D'ailleurs j'ai aussi été membre du jury du prix Cabaret Vert, qui est un festival à Charleville-Mézières sur à la fois musique et BD et sujets écologiques. Et donc, il y a un prix BD sur BD écologique, BD de sensibilisation et de fiction. Et donc, c'est intéressant. J'avais regardé un petit peu pour l'année précédente tous les projets qui étaient présentés et les projets qui étaient sur le festival aussi. Et très souvent, les pitchs commençaient par dans une France ravagée par la catastrophe climatique, dans un monde post-apocalyptique où voilà. Donc ça, c'est vrai que ça permet d'imaginer des sociétés différentes, mais en passant par la case effondrement. Et donc quelque part, ça prédispose un peu aussi au statu quo en se disant il faut attendre que tout se soit effondré pour espérer aller vers quelque chose de plus positif. Donc voilà, j'aimerais réussir à faire naître plutôt des projets et des scénarios qui évitent cette case-là. Et ensuite, il y a l'utopie radicale, que là, je trouve assez intéressante. C'est Alice Karabédian qui parle de ça. C'est en fait le fait que elle considère, elle, que la dystopie a vraiment colonisé la réalité. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est un peu ce que je vous disais, on voit de la dystopie de partout et on a même du mal à imaginer un futur qui ne soit pas cette dystopie-là. Enfin, en tout cas, elle semble beaucoup plus crédible que l'utopie. Et donc, elle a perdu son pouvoir transformateur, là où effectivement, au départ, le projet de la dystopie, c'est comme l'utopie de montrer qu'il faut changer de chemin. Et finalement, elle se rapproche tellement de la réalité, il y en a tellement partout que c'est un peu notre seul horizon. Et donc, l'idée, c'est d'imaginer des sociétés futures plutôt comme un acte vraiment révolutionnaire et de résistance. Et donc là, il s'agit pas forcément d'imaginer des utopies qui sont liées à notre réalité, mais plutôt, ça peut être n'importe quel autre contexte. Et notamment, elle a beaucoup étudié le cycle de la culture d'Ian Banks, qui est, d'après elle, un peu cette forme d'utopie révolutionnaire et radicale. Et donc, elle considère aussi que l'utopie n'a pas besoin d'être appliquée pour être efficace et qu'elle est déjà efficace lorsqu'elle agit sur nos représentations. On revient à cette idée qu'on peut effectivement, en changeant nos représentations, avoir un impact sur nos comportements. Il y a ensuite la protopie. Donc la protopie, ça, c'est Kevin Kelly qui a fondé le terme, et lui, il considère que c'est un progrès incrémental qui va nous mener vers cette forme d'utopie-là, c'est-à-dire qu'en fait, on n'arrivera jamais à une société idéale, mais qu'en tout cas, la technologie améliore petit à petit nos conditions. Donc, en fait, on considère qu'aujourd'hui est mieux qu'hier et que ça va continuer dans ce sens-là. Et ça a été repris et détourné un petit peu par une prospectiviste qui s'appelle Monica Bielski, qui en donne une version plus exigeante et assez différente finalement, dans le sens où elle considère que oui, on peut parler de protopie, mais seulement si on met l'humain au centre et que les changements, ils sont drivés par les communautés qui sont plutôt marginalisées, qui n'ont pas voix au chapitre, et que c'est elles qui sont au centre des changements et non plus la seule technologie. Donc ça, c'est une autre vision. En tout cas, moi, pour la collection, je ne me base pas trop là-dessus. Je trouve pas que ça ait un potentiel très impactant. Encore un nouveau mot que vous aviez peut-être jamais entendu, celui-là, c'est l'optopie. Alors l'optopie, c'est vraiment Kim Stanley Robinson qui l'a inventé quand il a écrit Le Ministère du Futur. Et il considère que c'est une optopie. C'est
l'optimum de l'utopie. C'est en gros, si on part de notre réalité actuelle, étant donné les règles du jeu et la situation actuelle, quelle est l'utopie qu'on peut atteindre? Et donc lui, voilà, il part vraiment des réalités du monde actuel et il détourne les règles du jeu, notamment du capitalisme, pour essayer de, malgré tout, arriver à un monde décarboné. Donc pour le coup, c'est vraiment un des rares exemples où on est vraiment dans les mécanismes et comment on peut s'atteler à faire cette transition, enfin une forme de transition, en agissant sur dans plein de secteurs et de plein de manières différentes, hein, c'est un gros bouquin. Mais en tout cas, c'est pas juste comment ça pourrait être après, c'est comment on pourrait réussir vraiment à faire changer les choses. Et c'est assez proche de la prospective finalement, parce que vraiment ça essaie de reprendre des choses qui existent, y compris des innovations, des mécanismes qui existent déjà. Donc ça, c'est l'optopie. Et puis il y a la prototopie. Alors là, on rentre vraiment dans quelque chose qui, moi, qui me parle beaucoup par rapport à la collection. Ça, c'est Yannick Rumpala qui en parle. Proto, c'est ce côté, c'est le fait de se dire que le récit qu'on crée, il précède une existence plus incarnée. En fait, c'est un petit peu ce que j'ai repris dans Sans Futuré, hein, le fait d'évoquer des futurs désirables pour mieux les invoquer. Se dire que ça peut devenir réalité parce qu'on a eu un espace pour le penser. Et donc, le côté topie, c'est parce qu'on justement on ouvre des espaces nouveaux pour se projeter dans ces futurs différents. Et donc, pour lui, ça permet vraiment de réfléchir d'abord de façon un peu distanciée sur les enjeux actuels. Ça permet d'ouvrir des espaces cognitifs d'exploration, donc qui sont que dans notre tête, mais où on peut quand même explorer. Ça défatalise et ça prépare finalement le terrain à la bifurcation. Et en fait, lui, il choisit d'utiliser ce terme-là vraiment de manière transparente pour ne pas parler d'utopie, mais ça reste quand même des utopies, quoi, quelque part. Et donc là, l'exemple que j'ai mis, c'est Ursula Le Guin avec les dépossédés qui, elle, déplace le problème sur notre planète, mais qui imagine vraiment une société autour de la notion de commun et comment ça pourrait fonctionner de manière très, très concrète. Donc là, évidemment, on s'affranchit encore de la question de la transition, de comment on y arrive, mais on montre au moins quand même une alternative qui concrètement pourrait fonctionner pour une société différente. Et puis il y a l'utopie réaliste que j'ai mis en dernier. Alors là, plusieurs sens. D'abord, c'est le bouquin de Rutger Bregman qui s'appelle Utopie réaliste, où il essaie de montrer des exemples avec des exemples concrets et aussi des rappels historiques, hein, que il y a plein d'utopies qui sont réalistes dans le sens où elles sont atteignables aujourd'hui, comme le revenu de base universel, la semaine de 15 heures ou la fin de la pauvreté. Et lui aussi, il rappelle que beaucoup de nos réalités d'aujourd'hui étaient hier des utopies. Et puis la notion d'utopie réaliste, elle se rattache aussi beaucoup à des utopies qui sont déjà réalisées aujourd'hui, mais à plus petite échelle. Par exemple, une ville qui justement expérimente le revenu universel ou un habitat collectif en gouvernance partagée. Donc ça, c'est aussi une des manières. Enfin, on parle aussi d'utopie réaliste dans ce cas-là. Voilà, et donc c'était un petit peu le petit tour que je voulais vous faire pour vous montrer un petit peu tout ce que j'aimerais, toutes les possibilités qu'il y a à travers la bande dessinée. Alors là, j'ai pas beaucoup parlé de bande dessinée, mais justement, c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de créer cette collection, pour aller explorer des sujets comme cela. Alors même en littérature, hein, on tourne beaucoup sur toujours un peu les mêmes exemples de bouquins que je vous ai mis ici. C'est pas non plus un champ encore très exploré, mais en tout cas, c'est vraiment un domaine qui est de plus en plus, qui a le vent en poupe. Et je vais terminer le partage ici, mais dont on parle de plus en plus, et donc j'essaie de me saisir pour développer des titres dans cette collection. Voilà, et juste en guise de conclusion, je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué, mais scénariste, c'est l'anagramme de résistance. Donc voilà, une raison de plus pour se mettre à écrire et à créer des scénarios de futurs réalistes et désirables. Voilà pour moi. Et bien, du coup, je vous propose de poser vos questions ou me dire ce qui a résonné pour vous, ou faire des commentaires suite à cette présentation. Je ne sais pas comment vous faites d'habitude, Christophe, mais...
Oui, ben, Je vous ai je raconté vais plein de choses. inviter tous ceux qui sont là à rallumer leur caméra pour que ce soit plus sympa. Et oui, ben, les uns et les autres peuvent poser des questions, n'hésitez pas, suite à cette présentation. Un grand merci en tout cas Delphine pour ce large panorama, cette prospective. Alors c'est marrant parce qu'effectivement on n'a pas beaucoup parlé de bande dessinée, mais effectivement c'est autant de choses qu'on peut trouver dans la bande dessinée. Alors je ne sais pas s'il va y avoir des questions justement là-dessus. Le but, c'est d'amener la bande dessinée vers tout ça, mais c'est vrai que pour l'instant, en bande dessinée, on a beaucoup de sujets de sensibilisation. C'est un petit peu comme le monde sans fin, ressources, etc. Et on a beaucoup moins les fictions d'anticipation. Moi, les seules que j'ai pu lire, c'était Et soudain le futur, qui se penchait un petit peu sur quelque chose qui allait vers des futurs désirables, mais ça parle juste d'une expérimentation et pas vraiment d'une société qui s'est transformée. Donc je suis aussi preneuse si vous avez des bonnes références, en tout cas sur ces sujets-là, mais voilà, la réalité c'est que c'est aussi pour ça que j'avais envie de créer cette collection, pour essayer de créer un endroit où les auteurs pouvaient avoir envie de développer des projets de ce type-là. Oui, l'auteur du monde, enfin de Soudain le futur, c'était notre invité en janvier, donc oui, on voit bien. C'était Oui. une intervention passionnante. Je vois que tu as ton micro allumé, Christian. As-tu une question? Oui, c'est justement c'est la suite de ce que tu disais, Delphine. J'ai le réalisateur donc de La Voix de l'Orchidée, là, qui s'appelle Jean-Baptiste Lehen, qui travaille au sein d'un groupe de scénaristes de nouveaux récits créé par Cyril Dion, qui s'appelle Cut. Mais bon, c'est très dur de financer même un court métrage. Et donc, il pensait en faire une bande dessinée. Voilà. Donc, et lui, c'est vraiment, enfin, lui et moi, on est vraiment très alignés sur ce qu'on veut faire. On veut vraiment faire des histoires. Alors moi, je vais essayer de continuer sur le cinéma, mais on essaie de faire vraiment des histoires réalistes, avec quand même un enjeu. Donc voilà, une vraie histoire avec des personnages, un cadre, etc., et qui montre un peu en décor le monde écologique ou utopique. Et donc voilà, je sais qu'il a déjà écrit un scénario, on va dire un traitement, qui veut éventuellement le transformer plutôt en bande dessinée. Donc voilà, je sais pas s'il peut te contacter ou comment il faut faire pour te contacter. En réalité, je suis déjà en contact avec lui parce que je fais partie Ah du bon? même groupe de scénaristes. Et d'ailleurs, je crois que tu Moi disais, aussi. Christophe, que Juliette sera votre prochaine invitée, Juliette Ouais. Vigoureau, qui va sans doute vous parler de ça. Donc, Ah oui, ben on s'est pas rencontrés alors, parce que moi je suis venu plusieurs fois, on n'a pas pu se voir. Ben, en fait, moi, je suis pas sur Paris, comme je disais, donc Ah oui. je me suis inscrite dans l'espoir, comme j'y vais quand même de temps en temps, de réussir à venir en présentiel sur une des réunions, mais pour l'instant, j'ai pas réussi. D'accord. Mais effectivement, le cinéma aussi est très avancé très avancé, et plus avancé sur ces sujets de fiction un petit peu qui s'intéresse au futur désirable avec Cut, mais aussi avec d'autres collectifs, et puis aussi avec le travail d'Eleonore Gate, aussi chez des Shifters, qui a créé l'Observatoire de la fiction pour déjà voir quelles sont les représentations dans les films, là, pour le coup, dans l'audiovisuel. Mais sur la BD, on est encore un petit peu moins. Sur les films aussi, hein, en fait, parce qu'il y a beaucoup de discussions et de projets, mais finalement, ce qui est sorti, qui ne soit pas des dystopies, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je pense que celui qu'on a tourné avec Jean-Baptiste, c'est un des premiers, en fait, avec celui que lui-même avait tourné avant, qui s'appelait Un autre monde est possible. Mais voilà, j'en connais pas beaucoup même si on parle par exemple de La Belle Verte, hein, qui est un super film, mais c'est pas dans la veine réaliste possible. Voilà, c'est inspirant, c'est poétique, mais voilà, faire quelque chose qui puisse amener les gens à changer, c'est quand même très difficile, hein, et il n'y a pas beaucoup d'exemples. Oui. Voilà, merci. Je laisse la parole aux autres. Merci à toi.
Oui, c'est vrai. Alors, comme avec Delphine, ça fait un moment qu'on travaille sur l'élaboration de la table ronde qu'on a fait sur la bande dessinée, justement, et les nouveaux récits. On a galéré à trouver des auteurs pertinents sur ces questions. Et quelque part, Claire Brodt, c'est un cas un peu particulier parce que on est plus dans l'émotion que dans vraiment la présentation d'une société, quoi. Puis c'est arraché, quoi. Il y a quand même beaucoup d'ouvrages de sensibilisation en BD sur. Ah oui, par contre, sensibilisation, on en a trouvé plein. Ouais. Dans les livres, peut-être un livre que, excuse-moi, je t'ai coupé, Christophe. Non, je t'en prie. Un livre que j'ai bien aimé, c'est Nos Futurs. Alors, Nos Futurs, en fait, c'est un ensemble de nouvelles. Et à chaque fois, il y a une partie justement sensibilisation didactique. Et à côté, il y a une sorte de petit roman. Et donc, je me rappelle en particulier d'un chapitre, ça devait être certainement sur comment restreindre l'empreinte carbone au niveau de la consommation. Et donc, à côté, après, il y avait une histoire d'une femme qui se retrouve perdue dans un coin en Allemagne parce qu'elle a consommé tout son crédit carbone. Elle peut même pas prendre le train. Il faut qu'elle essaie de rentrer. Voilà. Oui, je l'ai lu aussi et je trouvais le concept intéressant, mais encore une fois, c'était pas forcément toujours pas toujours très positif. C'est comme là, je suis en train de lire Luciole de Reporter, qui est un recueil de nouvelles de fiction, de futur, et ils ont présenté ça en parlant de futur écologique, mais c'est quand même encore assez dystopique finalement, je trouve. C'est vraiment difficile de. Ouais. Ah oui. À ce sujet, alors j'espère que je pique pas la parole à d'autres, mais comment tu t'attaques, Delphine, à ce vaste chantier de construire une collection de nouveaux récits, que tu as une méthode, Beaucoup de recherches, donc beaucoup de lectures, beaucoup de temps en bibliothèque ou aussi sur les réseaux sociaux pour essayer de voir un petit peu, enfin sur Instagram en l'occurrence, parce qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs de BD qui sont sur cette plateforme-là. Donc pour essayer de voir, en fait, je dirais que le principal challenge pour moi, c'est de trouver les auteurs qui ont envie de se saisir de ces sujets-là, versus ceux qui le font déjà, parce que finalement, s'il y en a qui le font déjà, eh ben très bien, qui continuent à le faire, et je serais ravie d'avoir qui pensent à la collection pour leur projet. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est faire en sorte qu'il y ait un maximum d'auteurs qui se saisissent de ces enjeux-là. Et donc ça, c'est moins facile parce que il faudrait que je devine qu'ils ont envie de traiter de ces enjeux-là. Donc c'est beaucoup par c'est de passer du temps, de discuter avec des auteurs et de plutôt essayer de les rencontrer et de voir qui pourraient avoir envie d'aller sur ces sujets-là, quoi. Ou alors à l'inverse, donc moi il y a le double travail, hein, il y a à la fois les auteurs et puis à la fois aussi contacter des spécialistes des sujets de la transition socio-écologique pour savoir s'ils sont intéressés, s'ils ont envie de traduire leurs pensées ou leurs théories ou autres en BD. Et là-dessus, en général, il y en a pas mal qui sont partants ou partantes, mais après, il faut que je trouve des auteurs qui vont pouvoir travailler avec. Et puis il y a une question de relation humaine, hein. Une BD, c'est toujours, c'est généralement une équipe de plusieurs personnes, même si on n'a pas besoin d'un spécialiste, il y a quand même souvent un scénariste, dessinateur, voire coloriste, qui sont des personnes différentes. Donc il faut aussi qu'il y ait un bon fit entre ces personnes-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que Karine, t'avais allumé ta caméra. Aïe, vas-y, je te laisse parler. Puis après, je laisserai Alexandra qui a levé la main. Donc voilà, je suis contente, j'ai réussi à résoudre cette affaire de caméra. Merci beaucoup pour cet exposé. Moi, je trouve ça super passionnant ce que vous avez fait et présenté. Et je me posais la question en fait de l'adaptation, c'est-à-dire est-ce que parce qu'en fait c'est énorme de chercher les signaux faibles, c'est énorme de chercher, enfin ça demande vraiment beaucoup de jus de cerveau, de articuler une pensée qui serait un peu englobante en plus, parce que enfin, voilà, il y a vraiment l'échelle aussi à laquelle on pense le changement. Et donc, moi récemment, j'ai lu un truc qui s'appelait Voyage en misarchie et qui présente aussi un futur intéressant. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de passages très
très structuré, très articulé, mais pas du tout dans le romanesque. Et voilà, et la traduction, parce que l'idée, c'est aussi, j'imagine, de faire des œuvres qui soient attirantes et qui provoquent de l'émotion. Voilà, donc je me demandais la part de l'adaptation et comment vous procédiez. Oui, et ben merci beaucoup déjà pour le retour positif sur la présentation. J'ai essayé vraiment de vous expliquer ce que je suis en train de faire et d'où je suis partie et où je vais, mais c'est vrai que c'était pas forcément très structuré, mais c'était l'idée. Mais en tout cas, oui, la question de l'adaptation se pose. Alors, voyez, Jean Mizarchi, je l'ai pas lu, mais c'est une référence qui revient souvent à la fresque des nouveaux récits. On se partage beaucoup d'œuvres inspirantes comme ça. En revanche, il y a déjà d'autres œuvres que j'avais envisagé d'adapter, comme Paresse pour tous, notamment d'Adrien Klein, qui est vraiment et pour le coup qui a ce côté romanesque. Mais c'est vrai que c'est un peu comme dans Ecotopia. Moi, je retrouve dans Ecotopia, c'est hyper intéressant. C'est pas non plus toujours hyper bien écrit en termes le côté romanesque est pas forcément toujours très présent. On voit, du coup, ça décrit bien cette société alternative, mais et du coup, c'est vrai que la BD, ça pourrait être une manière de reprendre ces œuvres-là. Et surtout, évidemment, moi, je trouvais, je crois aussi quand même beaucoup au pouvoir des images. Et c'est vrai que la BD, ça permet en plus de vraiment tout de suite avoir l'univers qui est dessiné et qu'on a sous nos yeux. Et donc, ça peut être encore plus fort qu'un roman, encore que le talent des auteurs de romans fait qu'on arrive très bien à se représenter ce qu'ils écrivent. Mais oui, moi, je suis assez partante pour faire des adaptations aussi. Et là, c'est la même chose, c'est que il faut trouver des auteurs BD qui ont envie de se saisir. Il faut aussi se dire que une BD, c'est au minimum 1 an de travail globalement. Donc, il faut vraiment, enfin, pour le dessinateur, en tout cas, pas forcément pour la personne qui scénarise, mais pour la personne qui dessine. Et donc, c'est faut vraiment avoir envie de traiter un sujet pour se lancer dedans. Mais si vous avez des idées de romans adaptés, je suis preneuse. C'est pour ça que j'en lis beaucoup aussi. Tu avais une question, Alexandra, aussi? Ah, et après, il y aura Nicolas. Mais Alexandra, je ne sais pas si ton micro fonctionne. Alors peut-être qu'en attendant qu'il fonctionne, parfois, il faut se déconnecter et se reconnecter pour que ça fonctionne. Je te laisse poser une question, Nicolas. Alexandra, vas-y. Est-ce que ça marche? Ah yes, ça marche. Salut Alexandra. Salut. Bon, je crois que je vais laisser tomber la caméra parce que voilà, je suis sur mon téléphone malheureusement. Et c'est peut-être mieux. D'abord, merci beaucoup, merci Christophe de m'avoir invité, merci Delphine pour cette présentation qui est hyper enrichissante. Je vais replacer parce que je suis peut-être un peu en décalage aussi dans la réunion. Moi, je suis économiste, donc dans un champ un peu particulier, plutôt scientifique. Et en tant qu'économiste, je suis en train de créer des cours en école d'ingénieurs autour de approches systémiques des transitions, pour lesquelles je viens interroger leur représentation pour qu'ils puissent construire des futurs désirables. Du coup, à cet égard, il me semble nécessaire, à côté des savoirs qu'ils doivent acquérir, qui sont les savoirs sur la dégradation générale en fait du système Terre, qu'il faut qu'ils travaillent justement sur cet iceberg. Donc moi, je travaille beaucoup en plus avec l'iceberg. Et à cet égard, j'ai monté un atelier de 4 heures sur l'analyse de leur représentation, de leur rapport au monde, à soi, aux autres, à la nature, au futur et au progrès, à partir d'œuvres justement de médias culturels. Donc il y a des groupes qui ont travaillé à partir des films de Miyazaki, il y a des groupes qui ont travaillé à partir d'ouvrages qui ont été créés par l'association Neve par exemple, il y a des groupes qui ont travaillé à partir de travaux d'anthropologie, et il y a des groupes qui ont travaillé à partir de bandes dessinées. Et là, je sais pas si vous me voyez venir, mais il y a rien de désirable. C'est compliqué, c'est hyper dur. C'est vraiment hyper dur. Et pour moi même, et soudain le futur, je m'interroge pas pour moi. En fait, et du coup, la question que j'aurais, alors d'abord, merci de faire ce travail, bon courage.
Je suis sûre que j'utiliserai les BD, c'est bien parce que du coup le public est là en tout cas. Et l'utilisation pédagogique aussi est là parce que c'est pour les jeunes, la bande dessinée fonctionne très très bien quand on travaille dessus. Et là, c'est des ingés, donc c'est des 3e années de post-bac, et c'est des étudiants qui sont en école d'ingénieur et qui sont les futurs ingénieurs. Mais on a rien en fait de désirable pour le moment. Et en même temps, du coup, ma question elle est, mais finalement, donc moi ce que j'ai trouvé c'est plutôt des dystopies. J'ai utilisé beaucoup les BD de Mathieu Bablet, après des choses un peu plus noires comme La Route par exemple, les BD de Zep. Déjà bien noir, Mathieu Bablet. Pardon, je te coupe, mais c'est déjà bien noir, Mathieu Bablet aussi. Hein. Ah bah ouais, complètement. Complètement. Mais bien sûr que c'est noir, quoi. Et en même temps, alors d'abord, la première expérience, donc je l'ai faite cette année, ça marche super bien. C'est-à-dire que les étudiants, ça les percute, quoi. Donc ça les percute. Et pas tant, c'est marrant parce que ça les percute pas tant en termes d'émotions négatives, je vais dire, pour rassembler tout ça, faire simple. Mais plutôt en termes de ok, le système économique dans lequel on est peut-être pas le système un système rêvé, quoi. Et finalement ça a quand même cet avantage-là, qui est de mettre le doigt sur les bonnes caractéristiques du système. Et du coup ma question d'économiste pour le coup est est-ce que vous utilisez des théories économiques, des auteurs économiques? Vous avez rencontré Éloi Laurent, par exemple. Est-ce que vous allez chercher aussi du côté des chercheurs, que ce soit éco, en sociaux, en philo, peu importe, mais des chercheurs qui justement cherchent à travailler sur ces modèles alternatifs parce qu'ils existent ils essayent de nager dans l'océan du reste, mais ils existent quand même, quoi, ces économistes-là. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je prends toujours bien soin de parler de transition socio-écologique, parce que quand je dis que le sujet de la collection, la ligne éditoriale, vraiment, c'est de dire d'essayer de donner à voir une société différente, soit en imaginant des futurs désirables, soit en montrant les alternatives qu'on connaît qui existent déjà. Et donc évidemment, que ce soit Éloi Laurent ou Dominique Méda ou Timothée Parric ou tous les économistes qui parlent de post-capitalisme ou de décroissance ou de ces sujets-là, ça fait partie du panel. Et d'ailleurs, j'ai acheté récemment le gros bouquin à la découverte là, qui s'appelle Monde post-capitaliste aussi, qu'on vient étudier. Et en fait, moi, le sujet que j'ai, c'est à la fois là-dessus, je dirais, essayer de donner de la visibilité en BD à ces théories-là, mais là, du coup, on va être sur des projets, encore une fois, sensibilisation ou pédagogie, parce que moi, ce que j'aimerais faire dans la partie de la collection qui est de la sensibilisation, c'est plutôt sensibiliser sur les alternatives que sur les problèmes. Enfin, des BD sur le problème des ressources, du climat, etc. Il y en a déjà eu beaucoup. Donc, quelque part, je considère que le job est fait, même s'il y a toujours différentes manières de le faire qui vont toucher différents publics. Donc, ça a un intérêt quand même d'avoir un foisonnement. Mais en tout cas, moi, ce que je voudrais faire, c'est plutôt à chaque fois partir du constat, effectivement, que ça ne va pas, mais toujours pour montrer plutôt une alternative que faire un constat du problème. Donc ça, c'est sur la partie sensibilisation. Mais j'aimerais aussi beaucoup que, et c'est pour ça que dans un premier temps, moi, ce à quoi j'avais pensé, c'était une formation des auteurs BD pour justement les nourrir de ces alternatives en fait. Parce que pour être animatrice de la fresque des nouveaux récits, on le voit très bien. Moi, j'anime des ateliers très régulièrement avec des groupes de personnes. Dans la fresque des nouveaux récits, ce qu'on demande de faire, c'est de choisir une norme sociale qui est une norme qui nous semble favoriser pour le faire vite, la grande accélération qu'on vit dans l'Anthropocène, pour la transformer en 10 ans en une norme qui va plutôt soutenir l'économie du donut. C'est notre modèle un petit peu qui permet de regrouper plafonds environnementaux, planchers sociaux. On rajoute à ça le lien social parce que ce sont les relations de qualité qui font le bonheur et non pas les possessions.
Et donc, voilà comment on cadre nos futurs désirables dans la fresque des nouveaux récits. Et en fait, on se rend très bien compte, typiquement, il n'y a pas longtemps, on a fait un atelier thématique sur la démocratie, sur réinventer les normes de la démocratie. Et ben, les gens, ils ont beau avoir envie de le faire, ils ont beaucoup de mal parce que ils n'ont pas entendu parler de budget participatif, de conventions citoyennes, c'est-à-dire que si on n'est pas nourri des alternatives, on a beaucoup de mal à imaginer ce futur désirable. Et donc, il y a aussi c'est pour ça que j'écris la newsletter aujourd'hui, parce que je me dis, faute de pouvoir faire des formations aux gens où ce serait trop engageant, peut-être je vais réussir à défricher ces futurs désirables en proposant, donc il y a je vous ai parlé de la partie prospective où je vais chercher des signaux faibles qui peuvent laisser penser, mais je vais aussi, par exemple, un des derniers numéros, c'était sur l'atteinte du point de bascule, Malcolm Gladwell, comment on atteint un point de bascule dans une société. Et pourquoi pas imaginer un scénario basé sur l'atteinte du point de bascule avec les personnages qui correspondent au type de personnalité qui peuvent intervenir. Donc voilà, d'essayer de nourrir finalement l'imaginaire et l'imagination. J'étais un peu longue sur ma réponse, désolée. Non, c'est très bien. Mais c'est vrai que on essaye de faire en sorte que ça dure pas plus d'une heure, la totalité de la rencontre. Du coup, est-ce que Nicolas, je te laisse poser une dernière question? Mais je vois que tu es figé, j'espère que ça va marcher. Non, vous m'entendez ou pas? Ouais, très bien. Juste avant que tu poses ta question, vu que tu en parlais, Delphine, j'ai mis dans le chat le lien vers ta newsletter. Merci. Merci Delphine pour l'intervention. Donc, je partage tout à fait ce qui a été dit et l'approche. Je l'ai moi-même exercé chez Ubisoft pendant plusieurs années sur comment justement on parle d'écologie, d'environnement, de transition dans les jeux vidéo. Donc voilà, c'est pas une longue discussion et j'adorerais l'avoir avec vous Delphine à l'occasion. Le constat que j'ai pris suite à ces années, c'est que j'avais envie de construire ces nouveaux récits à partir des personnes qui l'incarnent aujourd'hui, à la manière dont Jean-Marc Jancovici l'a fait. Et j'ai créé il y a à peu près un an une agence qui s'appelle So Good Agent et qui a justement pour vocation de travailler avec des top voice de la transition et de les accompagner vers le secteur culturel et médiatique. Aujourd'hui, on travaille avec Antoine Pellion, l'ancien secrétaire général à la planification écologique, Christian Clot, l'explorateur, Aina Kéros, qui est biomiméticien, qui fait du biomimétisme. On t'a perdu, Nicolas. Je sais pas si tu nous entends. Dommage, puisque la liste avait l'air sympa, là. Ouais. En tout cas, je suis de retour. Je sais pas pourquoi, je suis passé en mute. Donc, Philippe Zawati, Samuel Valency aussi, l'auteur de pièces de théâtre. Et donc, on réfléchit justement à comment reconstruire des nouveaux récits à partir des personnes qui sont sur le front aujourd'hui et qui les incarnent le mieux. Donc, c'est l'approche qu'on a pris avec So Good Agent. Et on a un certain nombre de projets de bande dessinée justement qui sont sur la table aujourd'hui. Et voilà, c'était une invitation, Delphine, à échanger dessus. Voilà, avec la seule approche qui est la nôtre, c'est pas forcément de partir des différents genres, parce qu'on n'est pas là nous pour créer une collection. On est vraiment là pour créer ce qui est le plus pertinent pour les personnes avec qui on travaille et en fonction des audiences qui veulent toucher. Et effectivement, la bande dessinée est un super média, donc j'adorerais, invitation est lancée si vous le souhaitez, que je vous présente les projets aujourd'hui qu'on a sur la table avec ces personnalités. Avec plaisir. Et en plus, je sais plus qui, mais on m'avait déjà parlé de votre agence. Parfait. Du coup, poursuivons la discussion si vous le voulez. Ça marche. Eh ben, ce qu'on peut faire, c'est que pour que la vidéo soit pas trop longue, je vais juste arrêter l'enregistrement et du coup te remercier, Delphine. On va continuer la discussion avec Nicolas et avec tous ceux qui veulent rester en ligne. Mais comme ça, ça me permet au montage de border un truc, quitte à ce que Nicolas, on te fasse revenir à une autre mensuelle pour que tu prennes le temps de bien exposer cette So Good agence. Très bien. Volontiers. Il faut que je vous quitte. Delphine, est-ce que je peux vous contacter sur LinkedIn pour poursuivre la discussion ou... Oui, parfait, on fait ça. Moi aussi, je peux pas continuer la discussion là Parfait. maintenant tout de suite. Mais avec plaisir. Et merci Christophe pour l'organisation. C'était super. Ouais, merci à tous d'être venus, c'est très chouette. Merci beaucoup Christophe. Et merci tout le monde d'être là. Et moi, j'adore parler de ces sujets-là. Donc, et puis Delphine, on se voit à l'Univers Shifté à Rennes
dans Oui. 10 jours. Trop bien. Exactement. Merci beaucoup à tous. Je coupe. Merci. Bonne journée tout le monde.